Notre avant-dernière intervenante est une figure incontournable de la scène politique et communautaire de la francophonie albertaine. Originaire de Grande Prairie et établie à Edmonton depuis 2011, elle consacre son expertise et son énergie au rayonnement de notre communauté depuis déjà plus d'une décennie. Titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques et en études canadiennes du campus Saint-Jean, ainsi que d'une maîtrise en sciences politiques de l'Université de l'Alberta, elle a fait de la communication et de la stratégie politique son champ d'excellence. Après avoir gravi les échelons au sein de l'ACFA, en partant d'analyste à gestionnaire de stratégie, elle occupe aujourd'hui les fonctions stratégiques de directrice générale adjointe et directrice des stratégies gouvernementales. Véritable architecte du démarchage politique, elle s'appuie sur une recherche rigoureuse pour porter la voix des francophones auprès des instances décisionnelles. Mais au-delà de ses dossiers politiques, c'est aussi une personne de terrain, engagée bénévolement et passionnée par la culture, les voyages et la photographie. Aimée est pour l'ACFA, le réseau de santé et la communauté francophone une perle rare et indispensable. Veuillez accueillir avec enthousiasme Aimée Vachon-Chabot. Merci beaucoup pour la belle introduction. Ça fait quasiment rougir. Moi, je suis ici pour vous parler d'un projet qu'on a entamé il y a déjà 2 ans. Ma présentation s'appelle « Les besoins et les priorités des patients et des professionnels de la santé francophone ». Donc, comme Paul l'a mentionné, je travaille à la CFA. Donc, la CFA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'organisme porte-parole de la francophonie albertaine et on est officiellement reconnu par le gouvernement de l'Alberta dans ce rôle. On a été fondé il y a 100 ans. On compte 13 bureaux régionaux à travers la province. Donc, depuis 2017, la CFA est reconnue comme l'une des 2 parties prenantes à consulter pour déterminer les priorités de la francophonie albertaine dans le cadre de la politique en matière de francophonie du gouvernement de l'Alberta. Donc, pour ce faire, c'est pour ça que la CFA, en 2022, on a publié un document qui s'appelait le Plan d'action de la francophonie albertaine 2023-2028 pour pouvoir mieux identifier c'est quoi les stratégies qu'on devrait entreprendre pour mettre en œuvre la politique. Ce plan d'action-là a été réalisé en consultation avec 200 leaders communautaires et 520 Albertains et Albertaines via un sondage. À travers ces consultations-là, la santé était ressortie comme priorité numéro 1 en termes de services gouvernementaux, donc les besoins, peu importe l'âge, la région, le genre, le temps passé en Alberta. Donc, c'était vraiment la priorité qui était ressortie. Donc, depuis ce temps-là, nous, à la CFA, on travaille de très près avec le réseau Santé Alberta pour faire avancer cette priorité. On a réussi à faire des négociations pour une entente bilatérale et obtenir des fonds jusqu'en 2026 pour améliorer l'offre de services de santé en français. On est en négociation pour une prochaine. Il y a un comité multipartite en santé avec le gouvernement de l'Alberta qui aura bientôt sa première rencontre. Il y a aussi, le gouvernement d'Alberta est présentement en train d'effectuer une réforme de son système de santé. Donc, on a contribué à 2 consultations en français pour ça. Donc, pour alimenter le gouvernement à travers tous ces démarchages politiques qu'on effectue, on a lancé ce projet d'études en santé. Donc, on a obtenu un financement de la Société Santé en français pour commencer ces démarches-là en 2024. Donc, on fait, dans le cadre de ces études-là, on examine les soins primaires, les soins à domicile, les soins palliatifs. Évidemment, quand on consulte les gens, il y a d'autres besoins que ces 3 soins-là, donc on écoute quand même ce qu'ils nous disent, mais c'était vraiment les 3 grandes priorités pour ce projet d'études en santé.
Donc, je vais un peu vous repasser comment on réalise ce projet d'études en santé-là. Le projet va se terminer en 2027. Donc, en avril 2024, on a commencé avec une revue de la littérature qui existait sur la francophonie en minoritaire et la santé. Ensuite, en juin 2024, on a effectué une mission exploratoire au Manitoba pour comprendre c'était quoi les services, l'offre de services en français dans leur province pour pouvoir s'inspirer des meilleures pratiques à ce niveau-là. En l'été 2024, on a embauché une firme de consultants qui s'appelle PGF et on a aussi mis sur pied un comité de travail pour nous aider dans le cadre de la gestion de cette étude. Et là, la grosse portion de l'étude consiste à mener des groupes de discussion dans plusieurs régions de la province. Donc, à l'automne 2024 et l'hiver 2025, on a fait 17 groupes de discussion avec 220 personnes dans 8 villes. Donc, on est allé à Edmonton, Saint-Albert, Sherwood Park, Beaumont, Grande Prairie, Falaire, Saint-Isidore et Red Deer. Pour consulter toutes ces personnes. On avait aussi des groupes en partenariat avec certains organismes, des groupes de discussion qui étaient vraiment axés sur les besoins prioritaires de certains groupes démographiques pour faire des liens intersectionnels comme Farah parlait tout à l'heure. Donc, on a consulté des aînés, des groupes d'immigrants, les familles des militaires qui travaillent, comme ici à la base à Edmonton, les jeunes, la communauté de LGBTQ. Donc, pour cette première année, on a eu un rapport intérimaire qui a été publié. Ensuite, cette année, on vient juste de terminer notre série de consultations. On a fait 15 groupes de discussion avec 130 personnes dans 8 villes, des groupes ciblés avec les aînés, les immigrants, les femmes. Donc, on est allé cette année à Calgary, Airdrie, Canmore, Jasper, Okotoks, Lethbridge, Medicine Hat et Brooks. Et finalement, au printemps qui s'en vient, donc mai, juin et l'automne, on va terminer nos consultations dans le nord-est de la province, à Bonnyville, Cold Lake, Wainwright, Lloydminster, Plamondon, Lac-La-Biche, Saint-Paul et Fort McMurray, en ciblant aussi encore de rencontrer des aînés et des immigrants et même des familles de militaires, puisqu'à Cold Lake et Wainwright, il y a des bases militaires. Puis pour terminer tout ça, donc qu'est-ce qu'on récolte durant ces groupes de discussion? On pose 10 questions aux gens sur savoir c'est quoi leurs besoins et leurs priorités en termes de santé. Du groupe de discussion dure à peu près 1h30, donc on est vraiment là pour écouter les gens parler de leurs besoins et noter ça. Donc, une fois qu'on a toute cette information-là, on va vouloir valider l'information récoltée en personne via un sondage qui sera distribué à la population générale à l'automne 2026. Donc, les gens qui n'auront pas eu l'occasion de venir nous voir en personne pourront aussi répondre à ce sondage-là et ça sera recueilli pour finalement publier notre rapport final de la grande étude à l'hiver 2027. Donc, ça, c'est des images de nos groupes de discussion qu'on a menés. Il y en a un qui c'est à Edmonton en partenariat avec le CEBEP, puis l'autre, c'était à Red Deer. Donc, pour vous donner un peu une idée à quoi ça ressemble. Donc, pour les résultats de l'année 1, donc nous, on a juste un rapport qui est sorti jusqu'à présent. Donc, je voulais peut-être vous partager quelques éléments qu'on a entendus durant ces discussions-là. Donc, le premier, c'est il y a vraiment un intérêt réel. Donc, les gens souhaitent recevoir des services en français, mais il faut que les attentes soient quand même raisonnables. Donc, ils ne veulent pas nécessairement avoir des services en français au détriment de la rapidité ou de la qualité des soins. L'autre élément, c'est qu'on a entendu beaucoup d'enjeux de communication. Donc, être compris, s'exprimer clairement est un facteur essentiel pour assurer la sécurité et la qualité des soins. Puis ensuite, les patients qu'on a rencontrés souhaitent recevoir des soins de qualité qui sont égales et accessibles dans les conditions similaires à ce qui est offert en anglais, donc tant pour la rapidité que pour la proximité géographique. On a aussi questionné les personnes sur la priorité des soins, donc que j'ai mentionné plus tôt. Donc, les soins primaires sont ressortis dans notre première année comme étant la première priorité où ce qu'on devrait se concentrer. Ensuite, les soins de fin de vie et les services à domicile.
On a aussi posé quelques questions à savoir si les personnes seraient intéressées à recevoir des services alternatifs quand ils ne peuvent pas avoir des services en personne. Donc, il était quand même, on a entendu que les gens étaient disposés à recourir à des cliniques mobiles, de la télémédecine et d'autres modalités à distance, mais les lieux physiques resteraient quand même privilégiés. Puis finalement, l'offre active est vraiment beaucoup ressortie. Les gens veulent plus d'outils, des outils de traduction simultanée, des systèmes d'aiguillage, des répertoires. Ensuite, on a comme fait l'analyse intersectionnelle, donc entre les milieux urbains et ruraux, on n'a pas vraiment vu de grandes différences. Toutefois, les francophones en milieux ruraux sont plus souvent âgés, donc plus dispersés et aussi moins nombreux, ce qui entraîne des enjeux spécifiques. Les aînés, pour eux, privilégient la proximité des soins plutôt que l'accès aux services en français. Donc, on entendait souvent beaucoup des personnes disaient « ça fait 30 ans que j'utilise des services en anglais. Pour moi, changer de service en français, ce serait très difficile, mais je préfère être plus proche parce que j'ai la mobilité réduite. » Puis les immigrants, de leur côté, eux, c'était vraiment un besoin très important et essentiel d'accompagnement en français tout au long du parcours dans le système de santé. Voici quelques anecdotes de ce qu'on a entendu durant les groupes de discussion. Donc, je vais peut-être vous en lire quelques-unes. Donc, dans un monde idéal, j'aurais accès à tous les services de santé en français et près de chez moi. Ils seraient d'aussi bonne qualité que les services en anglais. À la fin, mon grand-père faisait de la démence et il ne parlait plus que le français. J'ai dû servir de traductrice, mais je ne connais pas tous les termes médicaux dans les deux langues. Il n'y a pas du tout d'offre active, c'est seulement un coup de chance si on tombe sur quelqu'un qui parle un peu français. J'ai été mal diagnostiquée 2 fois avant qu'un troisième médecin ait mieux compris mon enjeu. Ça pourrait devenir une situation de vie ou de mort. Donc, ça, c'est toutes des anecdotes qu'on a entendues durant nos groupes de discussion. Donc, parallèlement à ces groupes de discussion, on rencontre aussi des professionnels de la santé à travers des entrevues un à un. Dans la première année du projet, on a rencontré 20 professionnels de la santé qui venaient du nord-ouest et de Edmonton. Donc, on les remercie vraiment pour leur temps. C'était des entrevues d'environ 1 heure. Durant ces entrevues-là, on a ressorti quelques thèmes prioritaires. Donc, les professionnels de la santé nous ont surtout parlé qu'il était super important d'avoir accès à des ressources et de la documentation en français pour les patients, d'avoir un système de référencement et des listes internes pour savoir comment référer des patients à d'autres médecins qui parlent français ou d'autres spécialistes, puis avoir accès à du développement professionnel en français. Il y avait aussi une perception négative des services d'interprétation. Donc, on a beaucoup entendu que c'était difficile d'utiliser les services d'interprétation téléphonique avec les patients. Il y en a beaucoup qui mentionnaient que le service virtuel qui s'appelle Interpreter on Wheels, qui est avec comme un petit iPad et tout, que ça fonctionnait. Mais au téléphone, c'était beaucoup plus difficile parce que les gens ne pouvaient pas voir l'interprète. Fait que des malentendus, il pouvait y avoir des gens qui n'entendaient pas bien, qui avaient de la difficulté avec ce service d'interprétation. Puis l'autre chose, c'est que quand les professionnels eux-mêmes sont demandés d'être traducteurs, ils trouvent que c'est une charge de travail supplémentaire comparativement à leurs collègues. Donc, ils doivent quitter leurs patients pour aller faire de la traduction, mais ils ne sont pas nécessairement payés pour faire ce travail-là. Ils croient qu'il devrait aussi avoir des changements systémiques, donc élaborer des lignes directrices claires, identifier des champions francophones dans la gouvernance et avoir des postes désignés bilingues. Ensuite, pour eux aussi, on leur a posé la question par rapport à la priorisation des services et soins primaires pour eux aussi, étaient ressortis comme la priorité numéro 1. Ensuite, ils ont beaucoup parlé de services d'urgence et de soins de longue durée. Finalement, on a aussi discuté de 2 choses, donc le développement professionnel qui est une solution qui peut contrecarrer l'insécurité linguistique de certains professionnels et aussi potentiellement répondre à la pénurie de main-d'œuvre à travers plus de formations postsecondaires en français en Alberta et de jumeler des patients et des prestataires en français ensemble. Donc, voici quelques anecdotes de les professionnels qu'on a passés en entrevue.
Il y a beaucoup de francophones qui préfèrent se faire servir en anglais parce que tous leurs soins médicaux, toute leur vie a toujours été en anglais. Donc, c'est ce que je vous ai dit un peu plus tôt. C'est bien des formations de sensibilisation, mais à un moment donné, tu te dis, OK, là, des fois, ça fait l'effet inverse. Quand tu tapes le monde avec des choses, ça peut les rendre un peu plus réticents à faire ça parce qu'ils sont irrités. Donc, la personne ici parlait beaucoup de comme si on sensibilise beaucoup la haute gestion et tout ça, ou les professionnels qui ne parlent pas français, des fois, ils viennent irrités de toujours entendre la même chose. Donc, ça, c'est quelque chose qu'un professionnel nous a parlé. Oui, pour la traduction de documentation, je pense que c'est une question de financement qui nous manque. Alors, on n'a pas les ressources pour faire cette traduction. Alors, souvent, on va dépendre de notre personnel pour faire cette traduction ou même faire la traduction des plans qu'on donne aux familles. Donc, encore charge de travail ajoutée sur les professionnels. Donc, je voulais juste terminer en remerciant les partenaires qui nous ont aidés à faire ces groupes de discussion en région, les ACFA régionales qui nous ont accueillis dans leur région, donc Canmore-Banff, Grande Prairie, Jasper, Lethbridge, Red Deer et Rivière-la-Paix qui nous ont organisé les sessions de consultation en partenariat avec nous. Donc, on les remercie. Ensuite, Réseau Santé, Alberta, évidemment, un grand partenaire. Marie-Claude, Jean, Céline, Natacha, ils nous ont tous suivis sur la route dans les différentes régions, puis nous ont aidés avec la prise de notes, parfois de l'animation. Donc, vraiment, on ne pourrait pas réaliser ça sans eux. Le Conseil scolaire Centre-Nord et le Conseil scolaire Franco-Sud qui nous ont permis de faire des consultations dans leurs écoles gratuitement. La Société des Manoirs Saint-Thomas d'Aquin et le Club d'amitié de Calgary, on a fait des sessions avec les aînés avec eux. La Cité des Rocheuses, un lieu où on a fait des sessions. Ici, c'est les organismes avec qui on a fait des groupes ciblés sociodémographiques, donc Comité franco-queer, l'Association des universitaires de Faculté Saint-Jean, Francophonie Jeunesse d'Alberta, le Centre de ressources familiales militaires à Edmonton, l'Université de Calgary et la Coalition des femmes. Et finalement, Communauté francophone accueillante de Calgary, le Portail de l'immigration association, le CANAF, puis le CEBEP. Donc, merci à tout le monde et je vais prendre des questions, commentaires. Merci, Amy. Bon, on commence avec Bonnyville encore. Est-ce qu'il y a une question de Bonnyville? Pas de question pour Bonnyville. Merci beaucoup, Amy. Puis on aime ça voyager avec vous autres, donc on a hâte de revenir dans le coin pour parler aux gens de Bonnyville. On aime ça voyager avec vous aussi. Calgary, est-ce qu'il y aurait une question de Calgary? Oui, Paul, nous avons une question à Calgary. C'est un participant qui demande, tenant compte du manque de médecins en Alberta et d'une présence de médecins formés à l'étranger bilingues en nombre croissant en Alberta, que prévoit l'ACFA pour plaider à la facilitation de la transition vers l'exercice médical pour ces professionnels de santé? Oui, merci pour la question. Je sais que le Réseau Santé travaille sur un projet. Ils ont fait une étude par rapport aux professionnels formés à l'étranger. Donc, c'est certainement des discussions qu'ils ont avec les instances gouvernementales et les organismes de réglementation. Je ne vais pas trop parler pour eux, mais c'est certainement quelque chose qui pourrait certainement vous expliquer davantage. Mais la CFA, de notre côté, on travaille avec le ministère de l'Immigration. On a de l'Alberta, on a un comité multipartite avec eux et la question des médecins, justement des professionnels de la santé formés à l'étranger revient dans nos conversations à ce comité-là. On est en train de les sensibiliser sur cette question et là, les données que Réseau Santé est allé chercher à travers une étude vont nous permettre de poursuivre la conversation à ce niveau-là. Donc, oui, c'est un enjeu sur lequel on travaille en équipe. Merci, Aimé. On passe à Edmonton. Qui et comment élaborez-vous les questions du sondage pour prévenir d'un parti pris et de l'effet de l'intersectionnalité? Sorry, j'ai failli dire. Oui, c'est ça. Merci pour la question. Donc,
Pour les questions de sondage, comme j'ai mentionné plus tôt dans ma présentation, on a embauché une firme de consultants spécialisés qui s'appelle PGF Consultants. Ils ont des personnes dans leur équipe qui ont beaucoup travaillé dans le domaine de la santé, à aider des cliniques un peu à travers le pays, tout ça, des chercheurs de l'Université d'Ottawa qui travaillent sur développer le questionnaire avec nous. Donc, c'est vraiment eux qui ont développé tout ça. La CFA, ce qu'on fait, nous, on a pris ce qu'ils nous ont donné et puis on va en région récolter les informations durant les groupes de discussion et après, eux reprennent l'information et font l'analyse des données récoltées sur le terrain. Donc, ça, c'est on fait affaire avec cette firme-là. Et d'autre part, on a un comité de travail composé de différentes parties prenantes. Donc, le CEBEP siège là-dessus, la FAFA, la Fédération des aînés, le réseau santé, j'en passe, là. Donc, eux sont chargés aussi de nous orienter avec les questions puis voir si les rapports qu'on publie reflètent vraiment toute l'information qui serait pertinente aux gens autour de la table. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on assure qu'on tient compte de l'intersectionnalité à travers notre démarche. Merci beaucoup. On passe maintenant à Grande Prairie. Oui. Est-ce que le gouvernement de l'Alberta a une implication proactive dans votre démarche? Et si oui, y a-t-il une obligation de mise en œuvre du rapport de la part des gouvernements? Donc, le gouvernement de l'Alberta, on a travaillé avec eux pour avoir des consultations dans leur cadre de leur réforme sur les services de santé en Alberta pour qu'il y ait des sessions en français. Donc, ça, 2 années de suite, il y a eu des sessions en français sur lesquelles on a été partenaires. On a pris de l'information qu'on a entendue durant les sessions pour les partager durant ces consultations-là et c'était des consultations ouvertes au public aussi, donc n'importe qui pouvait y aller. Mais nous, on s'est porté porte-parole des dossiers avec le réseau santé qui était aussi présent et qui a mené les discours également. Donc ça, c'est un moyen qu'on a partagé au gouvernement les résultats. On a des rencontres politiques avec les ministères. Donc, même ce mois-ci, en mars, on va rencontrer des politiciens et des ministres pour justement leur partager les rapports des premières années. Et le comité multipartite que j'ai mentionné plus tôt, qui va avoir bientôt sa première rencontre, un des objectifs, c'est justement de discuter ensemble avec les intervenants autour de la table, qui sont les ministères, mais aussi les agences de santé, pour leur partager c'est quoi les besoins. Et nous, on arrive préparés durant ces rencontres-là avec les données qu'on a entendues sur le terrain. Donc, de porter votre voix devant les comités et les ministères. Et c'est pour ça qu'on fait cette étude-là, pour pouvoir vous entendre sur le terrain, pour pas qu'on arrive et qu'on dise comme « Ah, nous, on aimerait ça », mais non. Le public a dit qu'ils aimeraient ça et on a l'information pour soutenir ce qu'on est en train de dire. Bonne question à Red Deer. En ligne, est-ce qu'on a quelqu'un? Oui, alors nous avons une question, Amy. Les soins primaires, les soins à domicile et les soins de fin de vie ressortent comme prioritaires. Pourquoi ces secteurs sont-ils particulièrement sensibles pour la francophonie albertaine? Bien, on a parlé de ces soins-là parce que c'était dans le cadre de notre étude. Donc, le financement qu'on a reçu de Société Santé en français nous permettait d'évaluer c'était quoi les besoins dans ces 3 secteurs-là. Donc, nous, on pose une question durant les groupes de discussion à comme, dans les soins primaires, quel type de service est-ce que vous aimeriez avoir? Dans les soins à domicile, quel type de services sont plus prioritaires et tout. Donc, on regarde vraiment ces 3 thèmes-là et on leur demande aussi, parmi ces 3 thèmes-là, lequel est plus prioritaire. Donc, pour la première année, soins primaires était la priorité numéro 1 pour les personnes qui ont répondu. Ça ne veut pas dire que, mettons, quand on va aller à Calgary ou à Bonnyville, que ça va être la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on fait des rapports par année pour vraiment représenter les besoins de chaque région. Donc, je ne suis pas prête à dire que on a ciblé ces 3 thèmes-là parce que l'étude est
englobé, mais ça veut dire que peut-être que les soins de santé mentale ou soins d'urgence sont aussi importants, mais on n'en traite pas dans le cadre de cette démarche-là. Bon, on va l'ouvrir maintenant à n'importe quelle région. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Qu'avez-vous essayé ou mis en place pour récolter les données auprès des personnes itinérantes et des francophones éloignés de la communauté francophone? C'est une bonne question. Donc, on n'a pas fait encore de groupe de discussion par rapport à les personnes en situation d'itinérance parce que, évidemment, je ne pense pas qu'ils viendraient aux sessions. Mais c'est certainement quelque chose que je crois qu'on devrait explorer. La dernière année de notre projet n'est pas terminée. On a ajouté des groupes sociodémographiques à travers les sessions quand on a vu des angles morts. Donc, je note cet angle mort-là. Puis d'autre part, on a aussi entendu dans les régions comme à Canmore qu'on a fait cette année, il y a beaucoup d'enjeux d'itinérance là-bas puisque le logement est pas très abordable. Donc, on a entendu cet élément-là de vive voix des gens de Canmore qui nous parlaient de cet enjeu-là. Donc, c'est quand même ressorti à ce niveau-là. Merci beaucoup, Amy. Évidemment, merci pour cette présentation. C'est un travail assidu que vous avez fait là parce que ça a demandé beaucoup de rencontres en région, les déplacements. Chapeau, c'était vraiment extraordinaire comme travail. Merci à toi et à ton équipe. Merci.